Hello. Bon, si tu es là, c'est parce que tu as décidé de revenir sur ma chaîne. L'histoire fait son cinéma. Et que du coup, cette fois, tu es prêt à t'accrocher pour un nouvel épisode. On va où? Eh bien, j'ai décidé de t'envoyer dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Pourquoi dans l'océan Atlantique? Eh bah, c'est tout simple. Mais on va pas seulement dans l'océan. On va aussi remonter presque un siècle en arrière. Et tout ça pourquoi? Eh bien, pour visiter et monter à bord du RMS Titanic. Pour traiter le sujet d'aujourd'hui, on va justement traiter du film de James Cameron, sorti le 7 janvier 1998. Cette fois-ci, on va traiter non pas non plus de la catastrophe humaine, mais bien d'un sujet plus social qui, bien qu'à la vue de tous, passe un peu sous silence dans le film. Mais du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet et surtout de t'expliquer ce que c'est le sujet, même si je vous connais, vous allez voir quelques minutes plus loin dans la vidéo, on va d'abord revenir sur ce que c'est le Titanic. Eh bien, le RMS Titanic, c'est ce bateau-là. Le Titanic, du coup, c'est un navire de plaisance britannique qui voit son voyage inaugural commencer en 1912 et plus précisément le 10 avril. Pourquoi il est tristement connu? Eh bien, c'est parce que ce navire, qui abritait plus de 2240 passagers, va couler entre la nuit du 14 et du 15 avril 1912, soit 5 jours après son départ. Le Titanic, malheureusement, lui, va être beaucoup plus connu pour sa catastrophe humaine, du coup, coûtant la vie à plus de 1500 passagers et personnel d'équipage. Mais si le film, lui, bien qu'il raconte évidemment le côté catastrophe, va s'axer beaucoup sur la romance entre Jack Dawson et Rose de White Bucater. Mais comme tu l'as compris, nous, on va pas vraiment s'axer là-dessus. C'est pour ça que, accroche-toi, nous, on va partir sur un sujet bien plus historique, qui est le suivant. Nous allons traiter d'un thème du coup d'histoire sociale, qui est la lutte des classes à la fin du 19e, début 20e siècle. Et si pour beaucoup, le concept de lutte des classes commence avec le célèbre Karl Marx dans son manifeste du Parti communiste sorti en 1848, eh bien, l'étude en réalité, même le sujet d'intéressement, date de beaucoup plus loin. En réalité, le terme de lutte des classes, c'est un Français qui l'a inventé. C'est le comte Henri de Boulainvilliers, un historien et astrologue français qui va introduire l'idée d'une simple phrase. Les Francs auraient donné un jour à la noblesse, tandis que les Gallo-Romains vaincus formaient la paysannerie. Et malheureusement la suite dans la partie 2. Du coup, bienvenue dans la partie 2, et cette fois, on va continuer notre petite introduction qui était plus longue que ce que j'avais prévu. Donc, pour revenir au comte de Boulainvilliers, ce monsieur, comme je l'ai dit, astrologue et historien, il était déjà lui-même remonté contre l'aristocratie de son époque, ce qui va pas rendre son propos très objectif. Donc, ce monsieur qui vient surtout étudier le 17e, parce qu'il est du 17e et du 18e siècle, il va déjà mettre en jeu la monarchie actuelle pour son époque. Le monsieur tient pas vraiment à sa vie. Et pourtant, on est un siècle avant la Révolution française. Est-ce qu'il avait prédit qu'on allait perdre la tête? Peut-être le roi. Et le terme, du coup, de lutte des classes vient apparaître à cette époque-là. Et déjà là, d'après le dictionnaire philosophique de Voltaire, ça signifie tout simplement l'un des riches commande, le pauvre sert. Et finalement, ça rejoint vachement l'idée marxiste. Et là, on a surtout la mise en place du capitalisme et des gens qui travaillent. Mais ça, on y reviendra plus tard dans l'explication. Le terme de lutte des classes se popularise donc avec Marx et Engels, et eux veulent montrer qu'il y a vraiment une lutte entre ce qu'ils appellent le prolétariat, donc les petits ouvriers, vraiment le bas de l'échelle sociale, comme ils le considèrent. Et de l'autre côté, bien en hauteur, la bourgeoisie et l'aristocratie qui, eux, selon eux, ne se sentent plus. Clairement, on peut dire ça comme ça. En clair, le terme de lutte des classes, ça date pas d'hier, et ça remonte même à la Grèce antique. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est la lutte des classes en ses débuts de XXe siècle. Alors, trêve de monténité, prenez vos capins, vos tubas, vos palmes, et on plonge ensemble pour découvrir l'histoire du Titanic au niveau de la lutte des classes. Car ce nouveau thème, comme vous le savez, c'est notre histoire, et l'histoire fait son cinéma. Partie 1 de la lutte des classes, la reconnaissance sociale. Pour comprendre la reconnaissance sociale, un des premiers points, c'est la valeur sociale ou valeur humaine.
Et malheureusement, il faut comprendre que la société tout entière, et encore aujourd'hui, fonctionne comme ça. Dès votre naissance et au fil de votre vie, la société va vous juger, vous attribuer une valeur en fonction de ce que vous coûtez à la société chaque jour et en fonction de ce que vous lui apportez. Et ce propos-là, c'est Fabrice Bensimon qui le traduit dans son livre. Et comme à chaque fois, je vous profite de ça pour vous faire un rappel, pour vous dire que tous les liens de bibliographie sont disponibles en description. Donc si on comprend cette notion de valeur, on comprend que la société va donc se diviser par tranche de valeur. Et quand on comprend ce système de mise en valeur, on comprend que c'est toujours ceux qui valent le plus, selon le code de la société, qui vont diriger ceux qui en valent le moins. Partie 3. Donc revenons à cette idée de valeur supérieure, valeur inférieure. Les valeurs supérieures, du coup, pensent être les maîtres du jeu et s'en prennent aux valeurs inférieures. Et ça, on le remarque trop souvent dans le film. On va vous introduire deux personnages. Je vous présente donc Caledon Oakley, et ici Ruth White Bukater, aka la mère de Rose Bukater, en tout cas dans le film. Interprétée par Billy Zane et Franz Fisher, ces personnages sont ce qu'on pourrait appeler de sombres ordures, clairement. À vrai dire, ils représentent exactement le ramassis de vomi qu'est l'aristocratie à cette époque, en tout cas envers les classes les plus populaires. Et James Cameron va bien faire passer ce message-là en leur faisant dire des phrases merveilleusement condescendantes. Caledon Buckley, par exemple, nous dit « Les hommes créent eux-mêmes leur chance ». Et ça fait référence, pendant la scène du dîner, à Jack qui raconte son histoire et surtout comment il arrive sur le navire, par chance, une main chanceuse au poker. Et lui, qui a pu payer son billet, qui à l'époque faisait 600 livres, ce qui est énorme, et il aime bien lui en mettre plein la gueule. De l'autre côté, toujours pendant ce même dîner, c'est la mère de Rose qui s'en prend encore une fois à Jack, et cette fois-ci en faisant remarquer que sa vie est totalement absurde, car Jack, ce personnage de fiction, vit comme un personnage libre et sans attache, voguant de ville en ville et dormant là où ça lui chante, comme lui le dit dans le film. Et cette condescendance, elle est clairement présente et montre bien que la valeur supérieure, s'en prend à la valeur inférieure et la prend de haut surtout. Et la deuxième idée maintenant de Second et c'est tout simplement le schéma de reproduction sociale. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas fait SES, ne vous en faites pas, je vais vous expliquer ce que c'est. Et en vrai, c'est tout simple. Un schéma de reproduction sociale, c'est qu'on va suivre le même chemin des personnes qui étaient avant nous. Dans l'occurrence, on fait souvent référence à nos pères ou à nos parents. Les pères, les parents, vous vous souvenez ce que c'était? Sinon, vous allez voir une autre vidéo. Et si aujourd'hui, c'est assez facile de ne plus faire comme son père et sa mère, et à l'époque, c'est vachement compliqué, voire quasiment impossible. Même s'il est très facile de passer de la classe haute à la classe très basse, en perdant par exemple tout du jour au lendemain, et passer de la classe très basse à très haute, et c'est encore plus compliqué. Et en vrai, ça, on peut le remarquer dans le film, et assez simplement. Si on prend la scène de l'embarquement, on va croiser un moment un grand-père, un homme et un petit garçon. Et ces trois-là, on peut supposer qu'ils sont de la même famille. Et vu leurs vêtements et le fait qu'ils soient tous montés en même temps, on peut considérer qu'ils font partie de la même échelle sociale et donc de la même classe. Mais j'adore briser mes idées et je vais tout de suite vous montrer l'exemple d'une femme qui a, elle, marqué l'histoire et qui a survécu au naufrage. C'est tout de suite. Il est l'heure de la partie 4. La merveilleuse femme dont je vous parlais tout à l'heure, c'est elle, Margaret Brown, dite l'insubmersible Margaret Brown. Et cette femme a réellement existé et a permis de sauver la vie à beaucoup d'autres personnes qui, par son courage en se rebellant contre le maître officier qui tenait le canot de sauvetage, de retourner sur les lieux pour sauver d'autres personnes. Et cette femme, à l'époque, elle n'était pas du tout dans une classe haute. Au contraire, elle a commencé sa vie de façon très modeste. Elle a grandi dans le Missouri et avec ses parents, c'était des gens de la ferme. Elle va se marier comme beaucoup de gens, mais avec son mari en 1993, elle va connaître la grande fortune grâce à des investissements. Et pas n'importe quel investissement, des investissements miniers qui permettent à beaucoup de personnes justement de passer d'une classe à une autre. Et malheureusement, cette émergence de nouvelles personnes et de nouvelles richesses, ça plaît pas à tout le monde et elle est d'ailleurs considérée comme d'autres personnes comme des nouveaux riches. Et bien que sa fortune dépasse parfois celle d'autres bourgeois, les gens ne vont pas la considérer comme leur ego. Et ça, James Cameron nous fait remarquer dans le film, notamment à 29 minutes 25 ou encore à 51 minutes,
quand il va nous montrer la scène du thé, les femmes de la haute bourgeoisie vont partir, ne veulent aucun contact avec cette merveilleuse femme. Là encore, on voit que l'échelle, elle ne veut pas être donnée. Elle veut être repoussée. Bon, voici le dernier point de cette première grande partie. Et c'est une idée du coup que je vous ai déjà un peu spoilée dans l'introduction. Tout simplement l'idée du capitalisme et du travail. Donc le capitalisme, je le rappelle encore une fois, c'est l'idée que dans un système économique, il y a des gens dont le capital, donc le revenu, sont fournis par d'autres personnes autres qu'elles qui travaillent à leur guise. Et ça, malheureusement, durant l'introduction des personnages, à la fois dans le film, mais aussi si vous allez dans la banque de données et des registres du Titanic Museum basé à Belfast, eh bien, vous avez une petite description de chaque personnage qui vous donne leur métier, leur profession, bref, leur vie. Et dans les deux cas, on voit qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui travaillent que de gens qui, justement, sont capitalistes. Mais malheureusement, ceux-là ont plus d'avantages que ceux qui travaillent. Pour résumer un peu cette partie, du coup, on va juste redire 2-3 petits mots. Dans le contexte de lutte des classes, la reconnaissance sociale joue pour beaucoup. C'est ce qui fait que la société tranche et trie chaque individu en fonction de sa valeur, de ce qu'elle peut apporter et de là où elle vient. Malheureusement, les cases de verre dans lesquelles ces personnes vont être rangées vont être très difficiles à briser. Partie 2, la lutte des classes, le cœur du sujet. On voit ça dans la prochaine partie. Et c'est parti pour la partie 5. Pour cette partie, on va reprendre une partie précédente qui est capitalisme et travail, pour la simple et bonne raison que dans ce monde, dans cette petite société, le travail de l'un fait le bonheur de l'autre. Et comme vous l'avez tout compris, le monde du prolétariat sont ceux qui travaillent et la bourgeoisie ceux qui reçoivent. Et c'est la classe ouvrière qui prône, et ça Marx le met très bien en avant. Mais encore une fois, on y reviendra plus tard. Revenons sur le RMS Titanic avec quelques chiffres très importants pour comprendre ce point. Comme je l'ai dit au début, le RMS Titanic compte, lors de son voyage inaugural, on va parler de passagers inscrits, 2240 passagers. Dans ces passagers, 890 membres d'équipage. Et dans ces 890 membres d'équipage, on compte 250 stewards, 200 marins, et le reste, c'est des machinistes. Maintenant, place aux passagers. Et sur les 1300 passagers, c'est 325 passagers de première classe, environ 400 de deuxième, et presque 600 passagers en troisième classe, alors que celle-ci ne pouvait de base accueillir que 300 personnes. Et là, on va reprendre l'idée d'une classe travaille pour une autre, tout simplement. Si je vous dis que seulement 100 stewards sont disponibles pour la deuxième et troisième classe, est-ce que vous me croyez? Et si je vous dis que 150 sont là uniquement pour la première classe, et là on voit vraiment qu'il y a le travail de l'un pour le confort de l'autre. Et dans la scène du Titanic, celle que j'ai retenue, c'est la plus marquante. Peu de temps après l'embarcation, on voit que tout le monde commence à s'installer dans ses cabines, et là où Jack est en train de traverser des couloirs bondés de monde pour atteindre une cabine encore une fois bondée, on a l'installation de Rose d'un autre côté. Et bien pendant que Mademoiselle Rose s'installe, il y a pas moins de 3 femmes de chambre qui sont là pour l'aider, et non pas pour des choses très importantes, elles sont là pour accrocher des tableaux. Oui, la bourgeoisie voyage avec ses propres tableaux. Un deuxième instant flagrant, c'est le moment des repas, où là encore une fois, on voit que le personnel est très présent pour la première classe, pour servir, pour répondre aux moindres désirs. Et en bas, là où les deuxième et troisième classes mangent, il n'y a pas vraiment grand monde. Ici, on a aussi le point de valeur humaine qui revient en jeu. Deuxième point de seconde 2, c'est tout simplement la négligence. Et dans ce monde où l'ouvrier est pourtant le moteur de la société, on va vraiment le mettre plus bas que terre. On va essayer de garder cette main industrielle près de soi et du coup, on va créer des quartiers pour eux. Sauf que si vous avez déjà un peu regardé les photos de quartiers industriels, vous savez déjà que ces personnes-là sont entassées un peu comme du bétail, vachement à proximité des industries pour toujours les avoir sous la main. On ne veille pas à leur bien-être, mais simplement à leur disponibilité. Et que ce soit chez eux ou en extérieur, les rapports du Titanic nous montrent bien cet aspect de négligence. Bon, je vous rassure, c'est la partie 6 et l'avant-dernière. Comme on le disait tout à l'heure, on parle de négligence. Et sur le Titanic, elle arrive beaucoup plus souvent que l'on le croit. Que ce soit la négligence de leur présence, on va aussi négliger leurs besoins. Là où, encore une fois, le haut de l'échelle, la bourgeoisie va être traitée comme des princes, le bas de l'échelle va être traité comme des animaux. Et des animaux qu'on peut
facilement négligés. Et pour la simple et bonne raison, ils n'ont pas de valeur. Vous voyez, tout est d'un cercle. C'est par exemple pour cela qu'on va retrouver des espaces spécialisés pour l'une ou l'autre classe, souvent les plus beaux pour les plus riches, bien évidemment. Le Hermès Titanic, par exemple, avait des endroits qui étaient réservés pour ces hautes classes, souvent les ponts supérieurs, là où les bas de la classe pouvaient aller que dans les ponts inférieurs. Que ce soit au niveau de l'installation aussi, ou même au moment de l'accueil, tout est là pour nous faire comprendre que on en a un peu rien à faire d'eux. Sans parler des cabines en surpopulation, mais le point le plus crucial, c'est bien évidemment au moment où arrive la catastrophe. Et c'est là que, à la fois le film et aussi beaucoup de témoignages de survivants prennent leur importance. Quand l'alerte est donnée et que l'ordre d'évacuer est également sonné, on va voir qu'on va mettre au dernier plan les classes de 2e et 3e. Beaucoup de témoignages rapportent qu'il n'y avait pas assez, du coup, de canons de sauvetage, ce qui est très bien expliqué dans le film, mais aussi pas assez de gilets de sauvetage. Et là, c'est pas le bon sens qui prend de la part des membres d'équipage, et c'est surtout le bon sens des gens de la 2e et 3e classe. On essaye un maximum de donner les gilets aux femmes, aux enfants, mais malheureusement ça ne suffira pas. Et personnellement, une des scènes du film qui m'a marqué, c'est vraiment le destin tragique d'une mère et de ses 2 enfants. Et pour les plus fans, vous savez de quoi je parlais. Au moment où tout le monde commence à paniquer et essaye de se diriger vers les portes, cette mère va regarder ses enfants et leur dire tout simplement. Donc, inspirée de vraies personnes qui ont vraiment existé, cette femme va à 1h54 du film dire à ses enfants: lorsqu'ils auront mis les passagers de la première classe dans les canots, alors ce sera notre tour. On voit bien ici que les gens de 2e et 3e classe ont eux-mêmes conscience qu'ils ne passeront clairement pas premiers et qu'ils n'ont même le risque de ne pas passer. Et cette famille qui a réellement existé, a le même destin que James Cameron le monde d'un film. Cette mère va s'endormir avec ses enfants après les avoir bercés et sombrer dans le Titanic. Ce qui va marquer le dernier plan de ce grand 2, c'est le début de l'insurrection, le soulèvement des classes. Et surtout le soulèvement du prolétariat. Et bien que ce soit pas une première de voir le prolétariat s'élever contre la bourgeoisie, nous les Français, on a l'habitude depuis la Révolution, et c'est quand même impressionnant. Partie 7 et la dernière. Alors, pour ces premiers soulèvements, on peut dire merci à Marx. En effet, toujours dans le manifeste du Parti communiste en 1848, il note une phrase très simple. Et cette phrase, c'est tout simplement: la classe ouvrière doit inscrire sur son drapeau révolutionnaire l'abolition du salariat. Et ça, ce sera son mot final. Et quand il l'explique, tous les points se raccordent à nos idées précédentes. La classe cherche une meilleure reconnaissance, l'abolition de la suprématie du travail, l'oppression et surtout l'exploitation. Et la bourgeoisie, sans s'en rendre compte, monte contre elle la propre armée qui va la balayer. Et si on voit plus ces soulèvements au XXe siècle, le XIXe est déjà fortement marqué par ces soulèvements. Et si on doit considérer une scène très importante dans le film, c'est justement au moment de la catastrophe. Quand l'alerte est donnée, on voit justement le groupe de 2e et 3e classe monter les marches et essayer de sortir, mais ils sont bloqués par une première partie. Premier soulèvement, on voit que les gens de 2e et 3e classe, du coup, vont forcer et réussir à briser le barrage. Mais malheureusement, leur combat ne s'arrête pas là, et c'est au niveau du pont, quand ils vont essayer d'embarquer de force dans les canots de sauvetage, qu'il va y avoir le 2e plus gros soulèvement. Alors qu'un officier est pris de peur, il va tirer sur une personne au hasard qui est représentée dans le film. Et cette personne prise en martyr va motiver la foule pour progresser plus amplement. Ce qui est assez amusant, c'est que cette phrase-là et ce moment-là fait écho à une des phrases phares du film V pour Vendetta, où le protagoniste principal dit tout simplement: le peuple ne devrait pas avoir peur du gouvernement, mais le gouvernement devrait avoir peur du peuple. Et cette phrase est d'autant plus vraie quand on sait que le peuple élit le gouvernement, le peuple fait le gouvernement. Conclusion, on va revenir un peu sur tout ce qu'on a vu du coup. N'oublie pas de t'abonner et de liker. On remarque donc que la notion de lutte des classes apparaît surtout au XXe et au XIXe siècle, mais en réalité ça remonte à bien plus long. Cette période oppose plus particulièrement la classe ouvrière et la classe bourgeoise, et ça c'est Marx qui le met en avant. Cette société se base sur un système capitaliste avec un haut de l'échelle qui vit grâce au bas de l'échelle. Et ce contrôle, cette négligence et l'exclusion sociale vont entraîner l'insurrection et le soulèvement du prolétariat face à la bourgeoisie.
quand on prend le film Titanic, on remarque bien qu'au-delà de la catastrophe, c'est une putain d'interprétation sociale de ce phénomène, que ce soit du début de l'embarquement jusqu'au moment tragique. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je sais qu'il est très long, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Du coup, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas, l'histoire fait son cinéma.